Imaginons que vous sachiez déjà à l'avance, parce que c'est presque toujours le cas, quel est le nombre d'oxydations de toutes les espèces d'une molécule ou d'un ion, sauf une. Mais si vous connaissez déjà le nombre d'oxydations de toutes les espèces sauf une, vous pouvez calculer le nombre d'oxydations de la dernière, puisque la somme est égale à la valeur algébrique de la charge. Il en manque une, vous avez juste à faire le calcul. Ce n'est pas la peine de faire le dessin. Et il se trouve qu'on sait pratiquement, presque toujours, quel est le nombre d'oxydations de quelques espèces chimiques, mais qu'on trouve, en l'occurrence, très très souvent. L'hydrogène, vous l'avez vu pour l'instant, il n'est pas très électronégatif, donc il a tendance à, la plupart du temps, perdre ses électrons. S'il perd, enfin perdre ses électrons, son électron, parce qu'il n'en a qu'un, d'accord? Donc s'il perd son électron, c'est que la plupart du temps, il est à plus 1. La plupart du temps. Quand est-ce qu'il ne sera pas à plus 1? Ben, s'il est face à un élément qui est, qui est moins électronégatif que lui, d'accord? Donc qui se trouve dans le tableau périodique plus en bas ou plus vers la gauche. Plus en bas ou vers la gauche quand on le remet entre le bore et le carbone, hein, vous êtes d'accord? Il faut le remettre à sa place, bien entendu. Donc si on est face à un de ces éléments-là, et en bas et à gauche de l'emplacement entre le bore et le carbone, il n'y a que des éléments métalliques, d'accord? Que des métaux dans le tableau périodique. Donc effectivement, quand on a de l'hydrogène qui se lie à un métal, et on appelle ça un hydrure métallique, c'est le métal qui est plus électronégatif, qui est moins électronégatif, donc c'est l'hydrogène qui prend l'électron. Et donc dans le cas des hydrures métalliques, on n'a pas d'hydrogène à moins 1, à plus 1, mais on a de l'hydrogène à moins 1. Et puis bien entendu, ça va de soi, mais je préfère l'écrire quand même, quand on a du dihydrogène, c'est une molécule homoatomique de l'hydrogène, donc forcément, hein, c'est la règle générale, là, l'hydrogène est forcément à 0 dans le dihydrogène. Ça va de soi. Donc il n'y a que deux types d'exceptions à l'hydrogène. C'est un hydrure métallique, et généralement, vous le reconnaîtrez facilement, parce que vous verrez qu'il y a un métal avec de l'hydrogène dessus, voilà, pas compliqué. Et puis si c'est du dihydrogène, il est à 0 parce que c'est une molécule homoatomique. Donc c'est les deux seules exceptions. Sinon, dans tous les autres cas, l'hydrogène sera à plus 1. Pratique. Mais ce n'est pas le seul truc, le seul élément qui a pratiquement toujours le même niveau d'oxydation. On a aussi l'oxygène. Vous avez vu où il est l'oxygène dans le tableau périodique? Pratiquement tout en haut, à droite. Il n'y a que le fluor qui soit plus à la droite, d'accord? Le fluor est effectivement plus électronégatif que l'oxygène, mais c'est le seul élément du tableau périodique qui soit plus électronégatif que l'oxygène. Donc ça veut dire que quand on met de l'oxygène en face de n'importe quel autre élément, c'est l'oxygène qui est le plus électronégatif, c'est lui qui prend les électrons. Et il peut en prendre combien? Ben 2, parce qu'il avait 2 électrons célibataires, d'accord? Ce qui veut dire qu'on aura quasiment tout le temps de l'oxygène à moins 2. Il peut choper 2 électrons. Vis-à-vis de quasiment tous les autres éléments, à part le fluor, qui est plus électronégatif, effectivement, mais il n'y a quasiment aucune chance que vous rencontriez, vous, un jour, ce type de composé-là, d'accord? Parce que c'est des composés qui sont excessivement dangereux. Et puis on l'a vu ensemble, s'il est en liaison avec un autre oxygène, comme dans le peroxyde d'hydrogène, comme dans l'eau oxygénée. Parce que quand il fait une liaison avec un autre oxygène, on partage équitablement les électrons, et donc il n'y a pas d'électrons qui sont capturés. Donc, c'est toujours moins 2, sauf si c'est un peroxyde, une liaison oxygène-oxygène. Donc on rentrera là-dedans les peroxydes vrais, d'accord? Et les péracides, c'est la même chose,
Simplement, la liaison oxygène-oxygène, elle est sur une fonction acide au lieu d'être sur une simple liaison oxygène au milieu de la molécule. D'accord? Et puis, bien entendu, c'est pareil, je le réécris, d'accord? Même si c'est une évidence, les molécules homoatomiques de l'oxygène, donc O2, O3, le dioxygène et l'ozone, là, l'oxygène est à 0, mais parce que toutes les molécules homoatomiques sont à 0. D'accord? Donc, on va dire deux exceptions. Les molécules homoatomiques de l'oxygène et tout ce qui ressemble à un peroxyde, c'est-à-dire avec une liaison oxygène-oxygène, ne sont pas à moins 2, c'est 0 dans le premier cas, c'est moins 1 dans le deuxième. Comment on reconnaît un peroxyde? Si vous avez la formule chimique, il y a une liaison oxygène-oxygène, et puis voilà, vous savez que c'est un peroxyde, voilà, tout con hein, comme truc. Ou alors, parce que c'est une fonction très, très réactive. La fonction peroxyde est une fonction très, très réactive. Et que les chimistes ont tendance à nommer les molécules d'abord par leur fonction la plus importante, donc la plus réactive, hein, celle qui a le plus de chances de leur péter à la gueule. Hein. Quand on a affaire à un peroxyde, c'est en général dans son nom, c'est indiqué. D'accord? Eau oxygénée, peroxyde d'hydrogène, peroxyde de ceci, peroxyde de cela, superacide de truc muche. D'accord? Ça va être écrit dans le nom. Donc vous avez la formule chimique qui est écrite, vous voyez bien qu'il y a une liaison oxygène-oxygène, on vous a donné son nom, vous voyez bien qu'il y a le mot peroxyde ou un truc qui ressemble dans son nom et vous savez que c'est un peroxyde. Ou alors tout simplement vous le savez, hein, vous savez que c'est un peroxyde, parce que vous l'avez déjà vu, on vous l'a déjà montré, on vous l'a déjà énoncé à un moment ou à un autre, et vous êtes supposé savoir que c'est un peroxyde. Voilà. Ça peut être aussi une manière de faire, tout à fait. Et donc, ça, c'est bien établi. Quand on voit de l'hydrogène dans une molécule, a priori, on peut considérer, sauf s'il y a un élément métallique, qu'il est à plus 1. Quand on voit de l'oxygène dans une molécule, on peut a priori considérer qu'il est à moins 2, sauf si on arrive à identifier un peroxyde. Et puis, il y a une dernière catégorie qui fonctionne plutôt bien, mais quand même, ce sont les alcalins. Les alcalins, c'est la première colonne du tableau périodique. Donc si c'est la première colonne du tableau périodique, ça veut dire que ce sont des éléments qui sont très très peu électronégatifs. En gros, ils perdent tout le temps leurs électrons, eux. D'accord? Et s'ils perdent tout le temps leurs électrons, et comme ils sont dans la première colonne, ils en ont combien d'électrons à perdre? 1. Donc les alcalins sont pratiquement tout le temps à plus 1. Et les alcalinotéreux, c'est la deuxième colonne, donc c'est pareil, ils sont aussi très très peu électronégatifs. Et eux, comme ils sont dans la deuxième colonne, ils ont 2 électrons à perdre sur leur couche de valence, sur la dernière couche. Eux seront pratiquement tout le temps à plus 2. Ce qui veut donc dire que là, à brûle pour point, si je vous dis dans le MgCl2, quel est le nombre d'oxydation du magnésium, Mg, eh bien, c'est du magnésium, deuxième colonne, il est probablement à plus 2. Voilà. OK? Donc, avec ces petites règles-là, on peut la plupart du temps se débrouiller sans formule de Lewis, sans faire de calcul ou de bricolage particulier avec des lassos. Ça n'empêche pas les calculs, mais ça peut largement simplifier les choses. Je prends encore une fois un exemple. Alors, déterminer la formule de Lewis vraie de ce truc-là, ça va être une vraie galère. D'accord? Parce qu'on est en chimie inorganique, parce qu'il y a énormément d'électrons en jeu et dans des formes qui sont variables. Donc c'est compliqué à faire. Mais je n'ai pas besoin. J'ai un alcalin. Le sodium, je peux quasiment partir d'entrée sur le fait qu'il est à plus 1. J'ai des oxygènes. A priori, moins 2. Mais j'ai plusieurs oxygènes. Comme j'ai plusieurs oxygènes, il n'est pas impossible que j'ai des liaisons oxygène-oxygène. Il y en a quand même 4 d'oxygène. Donc je pourrais avoir un peroxyde. Alors, comment je décide que c'est moins 1 ou moins 2? Un peroxyde, pas un peroxyde. Ce machin-là, c'est du perchlorate de sodium. Perchlorate
il n'y a pas le mot peroxyde dedans. D'accord? Ce n'est pas un peroxyde. Et vous, comment vous le savez? Ben parce que je viens de vous le dire. Voilà. C'est comme ça. D'accord? Et moi, je le sais parce que j'ai déjà vu sa formule développée, je sais à quoi il correspond, et je sais que ce n'est pas un peroxyde. OK? Donc on le trouve, on ne le devine pas comme ça, on le trouve parce qu'on sait établir la formule de Lewis, parce qu'on l'a lu quelque part, parce qu'on a une source d'information qui nous dit que ce n'est pas un peroxyde. Voilà. Mais on ne le devine pas, en l'occurrence. Ça veut donc dire que quand je fais la somme des nombres d'oxydation, je connais a priori le nombre d'oxydation du sodium, je connais a priori le nombre d'oxydation de l'oxygène, c'est respectivement plus 1 et moins 2, ben forcément, ça veut dire que je peux en déduire le nombre d'oxydation du chlore. Le nombre d'oxydation du chlore, ce sera le nombre d'oxydation total de la molécule, moins le nombre d'oxydation du sodium, moins 4 fois le nombre d'oxydation de l'oxygène. Le nombre d'oxydation de la molécule, ben c'est une molécule, elle est neutre, donc c'est 0. Plus 1 pour le sodium, moins 2 pour l'oxygène, total, plus 7. Le chlore s'est bien fait dépouiller quand même. Dans l'histoire, il a perdu ses 7 électrons périphériques. C'est bon? Et là, je n'ai rien dessiné. J'en ai juste déduit par différence. Donc c'est la méthode dite différentielle. Je connais certains, j'en déduis celui que je ne connais pas. Elle est essentiellement utilisée en chimie minérale, mais on peut aussi l'utiliser en chimie organique, évidemment.